Heure essentielle, il est 12h15, tout de suite et comme chaque mardi, votre rendez-vous Mon corps, ma vie. On le dit, en médecine, on apprend au contact du patient. Mais la réalité, c'est que certaines erreurs doivent être commises avant d'arriver au lit du malade. Pas sur un vrai patient, mais dans un environnement, si possible, simulé, sécurisé, encadré. Mannequin haute fidélité, patient standardisé, réalité virtuelle, scénario d'urgence, débriefing après l'exercice. La simulation médicale change la manière de former les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les équipes hospitalières. Certes, on ne remplace pas le terrain, mais on prépare mieux les soignants et c'est le thème de notre entretien aujourd'hui avec Dr Myriam Alami, secrétaire générale de la Société marocaine de simulation en santé, en direct avec nous depuis Dortmund en Allemagne. Docteur, bonjour. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Docteur Myriam Alami, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors, la simulation médicale, on est encore trop nombreux à se dire que c'est l'affaire d'un mannequin dans une salle de formation alors que le champ est beaucoup plus large. Alors, commençons par ça si vous permettez. Qu'est-ce qui distingue une vraie séance de simulation d'un simple exercice pratique ? D'accord. Alors Sarah, je rebondis sur ce que tu viens de dire et tu as parlé de simulation médicale. J'aimerais corriger ça un tout petit peu. Bien sûr. Alors la simulation, elle est très inclusive, tout comme notre société savante d'ailleurs, et elle concerne pas uniquement les médecins, mais elle concerne les infirmiers, les sages-femmes, les brancardiers, tout le personnel soignant, les aides-soignants, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, etc. Et concerne même bien aussi les patients. Eux aussi, ils peuvent être inclus dans cette simulation. Elle leur parle également. Oui, bien, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Je l'ai précisé d'ailleurs dans mon introduction en disant que c'est adressé non pas seulement aux médecins, mais aux infirmiers, aux sages-femmes, aux équipes hospitalières de manière générale, aux kinésithérapeutes, aux différentes spécialités de médecine. Maintenant, est-ce que cette simulation, pour nous autres profanes, on s'y connaît pas vraiment, si vous pouvez nous rapprocher un petit peu de tout ça, quand est-ce qu'on parle vraiment de simulation médicale ? Est-ce que c'est à partir du moment où on fait un simple exercice pratique ou est-ce que ça va vraiment bien au-delà? D'accord. Alors, pour vous rapprocher un peu de l'idée, oui. Alors la simulation, c'est l'apprentissage par l'expérience. D'accord. Et cet apprentissage par l'expérience, il est dans un environnement qui ne met pas en danger le patient et qui le protège des erreurs qui peuvent être commises. Ce qui est très important dans la simulation, c'est qu'elle est suivie par une pratique qui est réflexive. Et on va revoir avec les personnes qui mènent cette simulation et avec celles qui participent tout ce qui s'est passé durant cette simulation. Alors, si on parle typiquement d'un scénario de simulation élaboré qui peut durer jusqu'à 1 heure, mais il y a aussi d'autres types de simulations, comme par exemple le fait d'apprendre à réaliser une voie veineuse sur un bras qui est simulé, effectivement. Il y a aussi tout ce qui est patient standardisé, c'est-à-dire qu'on peut apprendre la communication avec le patient, comment le patient peut lui-même s'injecter, par exemple, de l'insuline. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de simulations. Pourquoi on a l'impression que c'est maintenant que la simulation médicale devient, si je puis dire, aussi stratégique dans la formation en santé ? Est-ce que parce que les soins sont devenus plus complexes, parce que les patients peut-être acceptent moins d'être entre mille guillemets terrain d'apprentissage, ou parce que les systèmes de santé ne peuvent plus peut-être se permettre certaines erreurs ? Pourquoi on a l'impression que ce sujet devient beaucoup plus important qu'avant ? Alors pour vous rapprocher de ça, alors effectivement, en 1997, il y a eu un rapport américain qui s'appelle To Err is Human. Alors ce rapport, il montre que 44 000 personnes jusqu'à 99 000 personnes par an meurent de causes évitables. Je dis bien évitables, des erreurs commises pendant le séjour. Et encore plus que ça, 80% de ces erreurs sont effectivement dues à des facteurs humains, c'est-à-dire à des problèmes de communication, de leadership, à des équipes qui ne se sont pas entraînées ensemble. Et de là a émergé la simulation moderne comme on la connaît maintenant. Alors la simulation, elle date de bien longtemps, de l'Antiquité, pas de la même manière bien sûr, mais comme on la conçoit maintenant, c'est plus parce que
Alors, dans notre contexte marocain, c'est plus parce qu'on a beaucoup d'efforts qui ont été déployés par le Maroc. D'ailleurs, la construction d'hôpitaux, de facultés, et la formation, elle doit aussi se moderniser avec l'enseignement qui doit également avoir une vision claire pour aller avec tout ça. Je rebondis sur un point que vous avez abordé parce que effectivement la simulation finalement c'est aussi une réponse à une exigence quelque part éthique parce qu'il s'agit d'apprendre sans exposer inutilement le patient et c'est d'ailleurs présenté de nos jours comme un levier de sécurité du patient cette histoire de simulation. Alors qu'est-ce qu'elle permet d'éviter la simulation médicale, docteur, dans un bloc opératoire par exemple, allez, une salle d'accouchement ou une réanimation? On sait que l'erreur vient très rarement d'un seul geste. Elle vient d'une chaîne de décisions prises. Est-ce que la simulation permet justement de travailler sur cette chaîne-là? Effectivement. Alors, la simulation nous aide pas uniquement à apprendre des compétences techniques, mais également des compétences qui sont non techniques, comme je viens de dire, de comment travailler ensemble, le leadership, comment communiquer avec ses pairs, comment communiquer avec le patient. Et typiquement, il y a aussi ce qu'on appelle la simulation in situ, qui peut même se faire dans un bloc opératoire où on simule effectivement toute une opération de A à Z et on peut effectivement trouver les erreurs de communication entre les anesthésistes, les réanimateurs et ceux qui opèrent, ceux qui aident, les infirmiers et travailler sur ça à travers des séances de simulation à l'intérieur du bloc opératoire. Donc il n'y a pas que le fait d'apprendre à intuber, poser une voie veineuse ou réagir à un arrêt cardiaque. On parle de compétences non techniques pour vous reprendre, docteur Myriam Alami. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Société marocaine de simulation médicale, de simulation en santé. Vous êtes en direct avec nous depuis Dortmund. Je vous en remercie d'ailleurs. Ces compétences non techniques que vous avez citées, la communication, le leadership, il y a aussi la gestion du stress, la coordination entre les différentes équipes. Alors justement, est-ce qu'on forme suffisamment les soignants à parler entre eux en situation critique, à oser alerter, à oser dire les choses, à oser dire par exemple je suis pas d'accord? Alors malheureusement non. Et en fait dans l'hôpital il y a le médecin, l'infirmier, la sage-femme qu'on vient de dire, les soignants et toutes ces personnes ont été formées dans des instituts différents. Et puis, le jour J, ils se retrouvent tous dans la même salle et doivent travailler ensemble. Or, ces personnes n'ont pas appris à travailler ensemble. Et c'est le but d'ailleurs à travers la simulation et la simulation in situ, c'est d'avoir toutes ces personnes dans la même salle et de leur apprendre à travailler ensemble. Alors après une simulation, il y a le débriefing et ça c'est très important. C'est souvent là que l'apprentissage se fait réellement. Qu'est-ce qu'un bon débriefing, j'ai envie de vous demander, docteur, et comment éviter qu'il soit vécu comme une espèce de sanction ou d'une humiliation carrément? Alors effectivement, le débriefing est l'étape la plus importante d'une séance de simulation. On a le pré-briefing ou le icebreaker, la mise en situation et le débriefing. Ce débriefing, il dure effectivement beaucoup plus longtemps que la mise en situation en elle-même. Il y a plusieurs techniques de mener un débriefing, mais l'approche, elle est très réflexive. Ce qui nous aide, c'est d'essayer d'analyser tout ce que les participants ont fait et d'essayer de les laisser analyser eux-mêmes comment ils ont réagi, que ce soit pour les compétences techniques et les compétences non techniques, et qu'ils apprennent eux-mêmes un peu comment s'améliorer et comment éviter ces erreurs la prochaine fois. Ouais, c'est très psychologique tout ça. On cherche pas en fait le coupable, on cherche à comprendre le mécanisme de l'erreur plutôt pour essayer de la dépasser. Au Maroc, où en est-on aujourd'hui, docteur Myriam Alami? Est-ce que la simulation médicale est encore réservée à quelques centres pionniers ou est-ce qu'elle commence à entrer plus largement dans les facultés, les CHU, les hôpitaux, les instituts de formation, etc.? Alors, le Maroc, très sincèrement, il est très, très, très en avance concernant la simulation médicale, qui est presque présente dans toutes les facultés du royaume. Que ce soit les facultés de médecine, ainsi que les facultés, les ISPIT, les instituts de sciences infirmières.
On a aussi une société savante qui est effectivement très dynamique, c'est la Société marocaine de simulation en santé, qui existe aussi depuis plus de 10 ans et qui est entièrement dédiée à la simulation, à la pédagogie et à l'innovation en santé. Oui, alors dans la vraie vie, le patient n'est pas pris en charge par une seule personne. C'est justement l'objet de notre discussion depuis tout à l'heure. Il y a le médecin, il y a l'infirmier, l'aide-soignant, parfois la sage-femme, il y a l'anesthésiste, le brancardier, etc., etc., etc. Donc oui, la simulation médicale est peut-être un peu présente partout, mais il y a aussi le point que vous avez abordé vous-même tout à l'heure. Les différentes équipes ne savent pas forcément travailler ensemble. Est-ce que la simulation doit devenir plus interprofessionnelle? Effectivement, c'est le but. Alors la simulation au Maroc, je dirais même qu'elle est interprofessionnelle. Déjà. On insiste, elle est déjà interprofessionnelle. Alors on insiste dans tous les événements qu'on organise, que ce soit notre congrès annuel, que ce soit les compétitions de simulation, même notre board national, il est interprofessionnel. On a des professeurs, on a des professeurs en pédiatrie, on a des sages-femmes, des techniciens, des infirmiers, et c'est ce qui fait notre force. La simulation médicale, est-ce qu'elle arrive aussi pendant le parcours étudiant, ou est-ce qu'on attend que les médecins et les différents professionnels de santé aient leur diplôme et soient des professionnels pour qu'on commence à envisager la simulation médicale? Alors la simulation, elle est faite pour tout le monde. Je parlerai de mon expérience typiquement. J'ai découvert la simulation en tant qu'étudiante en fin 5e année. Ça s'est fait un peu par hasard, mais j'ai participé à une compétition de simulation qui a été organisée dans ma faculté, la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, par le professeur Mouhawi, qui est d'ailleurs le président de la Société savante. Et voilà, ce qui m'a mené à participer à d'autres des jeux en ligne qui ont été organisés pendant la pandémie du Covid. Et puis j'ai fait un diplôme universitaire de simulation et de pédagogie, ce qui m'a mené à ce que je suis aujourd'hui. Et donc vous formez les formateurs, docteur? Bien sûr, bien sûr. Alors c'est ce qu'on appelle pardon? Non, je vous en prie, allez-y. Ok. Alors c'est ce qu'on appelle le faculty development, qui est aussi très importante. Si on a de l'infrastructure, des mannequins et j'en passe, mais on n'a pas de formateur, alors ça ne sert plus à rien. Non, on peut pas avancer, en effet. Oui. Et alors, docteur, on voit arriver l'intelligence artificielle, bien évidemment. Je peux pas ne pas vous parler de ça. La réalité virtuelle, les patients virtuels, les simulateurs de plus en plus réalistes. Honnêtement, docteur Myriam Alami, est-ce que ces technologies démocratisent la formation ou est-ce qu'elles creusent au contraire l'écart entre les différents établissements, les établissements bien équipés et les autres moins dotés? Alors, je dirais que l'émergence de l'IA, des patients, des patients virtuels nous aide énormément. Alors l'IA, elle est présente dans toute la simulation, que ce soit pour le briefing, pour la mise en situation et le débriefing, effectivement. Elle peut nous aider à relever les erreurs et ce qu'il faut plus ou moins améliorer, ce qu'il faut un peu changer. Mais j'insiste sur quelque chose de très important. Le pionnier de la simulation, qui s'appelle David Gaba, a dit que la simulation est une technique et non une technologie. C'est-à-dire que pour faire de la simulation, on n'a besoin de rien du tout. On peut avoir juste une connexion Internet, des personnes qui veulent bien nous aider et jouer un jeu de rôle et faire de la simulation. Donc finalement, d'après vous, la priorité au Maroc, ce serait quoi aujourd'hui, vu que vous dites que la simulation médicale est déjà bien implantée dans notre pays? Ce serait quoi? Ce serait créer plus de centres, former plus de formateurs? Ce serait quoi exactement la priorité aujourd'hui? Alors là, le Maroc, pour être honnête, il se positionne très bien dans le monde en ce qui concerne la simulation, mais ce qu'on peut améliorer, c'est le fait d'inclure les patients eux-mêmes dans la simulation. C'est-à-dire que le patient, on peut par exemple inclure les associations des patients dans notre simulation. D'accord. Très bien. Et on peut leur apprendre tout ce qui est
tout ce qui est, par exemple, ça se fait surtout en endocrinologie, mais c'est surtout le fait de leur apprendre, par exemple, comment s'injecter des seringues d'insuline, ça c'est très basique, et comment éduquer les patients, l'éducation thérapeutique du patient. On peut aussi penser peut-être à rendre la simulation obligatoire dans certains cursus ou peut-être, je sais pas moi, l'intégrer directement dans les hôpitaux comme un outil permanent d'amélioration de la qualité des soins. Dernière question, docteur. La simulation change peut-être aussi la culture médicale. Je m'explique. Elle oblige à reconnaître que l'erreur existe. C'est pas toujours évident dans ce secteur, qu'elle se travaille, qu'elle se prépare. Est-ce que c'est le changement le plus difficile? Effectivement, en fait, pour s'améliorer, il faut admettre l'erreur. Personne n'est parfait et on a tous commis des erreurs, que ce soit à l'hôpital, que ce soit des erreurs de communication avec nos pairs, avec nos professeurs, à la faculté. Et pour avancer, on doit admettre qu'on commet des erreurs et on doit s'améliorer. Et c'est la base de tout ça. Et merci beaucoup, docteur Myriam El-Ami. C'est aussi l'objectif de la Société marocaine de simulation en santé. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, docteur Myriam El-Ami, secrétaire générale de Morocco-Sim, la Société marocaine de simulation en santé, qui était en direct avec nous depuis Dortmund en Allemagne. On va pouvoir retrouver l'intégralité de cet entretien en podcast sur l'application Lux Radio. Heure essentielle se poursuit les 12h31. Tout de suite, l'actu Eco-Business.